Hollywood, dans les années 70, n'a pas fait que revisiter la Seconde Guerre mondiale. Il l'a démantelée, l'a réassemblée, et nous a offert des films aussi désordonnés, audacieux et imprévisibles que la décennie elle-même. Ce n'étaient pas de simples défilés patriotiques bien léchés. Ils étaient bruts, étranges et parfois tout simplement audacieux. Mais voici le plus intéressant. Certains sont devenus des classiques cultes incontournables. D'autres ont décroché de nombreux Oscars. Et certains ont même failli anéantir la carrière de leur créateur. Alors, lesquels ont réussi à se distinguer? Plongeons-nous sans plus attendre pour découvrir quels films ont traversé le temps avec succès. Force 10 de Navarone, 1978. Faire suite à un classique absolu n'est jamais chose aisée, et Force 10 de Navarone prouve bien à quel point cela peut être ardu. Il a tenté de retrouver l'étincelle des canons de Navarone, mais s'est avéré être davantage une relique curieuse qu'un véritable triomphe retentissant. Le film original mettait en vedette Gregory Peck, David Niven et Anthony Quinn, trois géants du cinéma qui ont livré l'une des meilleures aventures de guerre des années 60. La suite, une distribution entièrement nouvelle. Robert Shaw endosse le rôle de leader, Edward Fox chausse les bottes de Niven et un jeune Harrison Ford, tout juste auréolé de sa gloire de Star Wars, intègre l'équipe en tant que recrue d'action. Le film s'ouvre même en réutilisant des images du film original, comme pour murmurer au public « Vous vous souvenez à quel point c'était génial ?» À partir de là, il s'engage dans une intrigue de mission très simple et directe, saboter un barrage pour détruire un pont allemand. Explosion, trahison et confrontation tendue cochent toutes les cases du film de guerre. Et bien que le scénario n'atteigne jamais les sommets du premier film, il offre des moments marquants. La séquence de l'explosion du barrage reste un moment fort des effets pratiques des années 70. Et Robert Shaw, dans l'une de ses dernières performances, confère du poids à une histoire qui, autrement, manque de substance. Les critiques n'ont pas été impressionnés. Roger Ebert l'a célèbrement qualifié de somnambulisme pour le réalisateur Guy Hamilton, mieux connu pour ses films de James Bond élégants. Le public n'a pas été plus clément, beaucoup ayant le sentiment que le film manquait de la profondeur et de l'intensité de son prédécesseur. Cependant, avec le temps, Force 10 a connu une modeste réhabilitation. Pour les amateurs d'aventures classiques ou pour ceux qui sont curieux de voir Harrison Ford combler maladroitement le fossé entre le héros spatial et le soldat terre-à-terre, c'est un visionnage étrangement satisfaisant. Pas emblématique, pas révolutionnaire, mais suffisamment réaliste pour se faire une place en tant que film de guerre de la fin des années 70 qui mérite d'être mentionné sur cette liste. MacArthur, 1977. Gregory Peck, incarnant le général Douglas MacArthur, ça sonne comme de l'or pur d'Hollywood, n'est-ce pas? Et en termes de performance, Peck est à la hauteur. Il est imposant, incisif, et a même décroché une nomination aux Golden Globes. Mais le film en lui-même, c'est là que les choses se compliquent. Réalisé par Joseph Sargent, le récit retrace la carrière de MacArthur de la Seconde Guerre mondiale à la guerre de Corée, se terminant par son affrontement houleux avec le président Truman. Sur le papier, c'est d'une ampleur incroyable. À l'écran, ça paraît un peu trop convenu. Ce qui est fascinant, c'est l'histoire derrière la distribution. John Wayne l'a refusé, affirmant que c'était trop proche de rôles qu'il avait déjà joués. George C. Scott a également décliné, ne voulant pas répéter sa performance de Patton. Il ne restait que Peck, qui s'y est investi corps et âme. Même lorsque le scénario se montrait prudent, Peck a su donner à MacArthur une fierté et une audace défiante qui résonnent encore aujourd'hui. Les critiques, cependant, n'ont pas été véritablement conquis. Ils ont trouvé qu'il manquait de mordant et n'explorait pas les complexités sombres de la personnalité de MacArthur. Peck a admis plus tard que le film n'avait pas atteint son plein potentiel, mais il a aussi dit que c'était l'un de ses rôles préférés. C'est très révélateur. On peut voir tout le respect qu'il portait au personnage. Ce que le film offre, c'est une véritable vitrine visuelle. Les défilés militaires, les cartes de bataille et la pipe emblématique du général sont tous mis en valeur. Il n'atteint peut-être pas les sommets épiques de Patton, mais il constitue un portrait respectueux et agréable à regarder. Si vous êtes curieux de l'homme derrière la légende et que vous êtes prêt à pardonner un scénario qui ne prend pas de risque, celui-ci a toujours sa place sur la liste. Jacob le Menteur, 1975. Voici une perle rare, sur laquelle la plupart des fans occasionnels de films de guerre ne tombent jamais. Jacob le Menteur a été réalisé en Allemagne de l'Est et est devenu le seul film est-allemand jamais nominé pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Rien que cela le rend unique. Mais l'histoire qu'il raconte est encore plus remarquable. Situé dans un ghetto juif en Pologne occupé par les nazis.
Le film suit Jacob Haim, interprété avec une subtile douceur, alors qu'il tombe sur la nouvelle que les Russes avancent. Les radios étaient interdites, mais Jacob répand la nouvelle en prétendant en posséder une. Au début, c'est un simple mensonge pour remonter le moral. Mais bientôt, le mensonge devient le seul fil qui maintient les gens ensemble. L'espoir est dangereux, mais il est aussi essentiel. Le film adopte une approche délicate. Au lieu de musique grandiloquente et de mélodrame, il s'appuie sur des performances discrètes et sobres. Les critiques allemands de l'époque ont loué sa douceur sans sentimentalisme, un équilibre rare dans un film de guerre. Pour les spectateurs derrière le rideau de fer, c'était un rappel doux amer à la fois de la survie et du silence. À l'Ouest, cependant, il a eu du mal. Étant une production est-allemande pendant la guerre froide, il a à peine été diffusé en Amérique. Seuls de petits cinémas d'art et d'essai l'ont projeté, et encore, des années après sa sortie. Ce n'était pas interdit pour son contenu, il a été effectivement bloqué pour son origine. Aujourd'hui, Jacob le Menteur se dresse comme un contrepoint réfléchi aux films de guerre plus explosifs et axés sur l'action des années 70. Il s'agit du pouvoir des histoires elles-mêmes, de la façon dont même le plus petit mensonge peut éloigner le désespoir. Subtil, obsédant et inoubliable. The Mackenzie Break, 1970. La plupart des films sur la Seconde Guerre mondiale montrent des prisonniers alliés planifiant des évasions des camps allemands. The Mackenzie Break renverse le scénario. Ici, ce sont des prisonniers allemands en Écosse qui planifient leur évasion et les officiers alliés qui s'efforcent de les arrêter. Ce retournement de situation à lui seul lui donne un avantage. Brian Keith joue le rôle d'un officier irlandais chargé de découvrir ce que les prisonniers préparent. Il réalise rapidement qu'il est confronté à plus que de simples soldats nostalgiques. Ce sont des stratèges aguerris dirigés par un commandant de sous-marins astucieux. Ce qui se déroule n'est pas seulement un film de guerre. C'est un duel psychologique, avec Keith et son homologue, engagés dans une partie d'échecs où chaque mouvement compte. Le réalisateur Lamont Johnson maintient une atmosphère tendue et réaliste. Vous n'avez pas de fusillade interminable ici. Au lieu de cela, le suspense se construit dans des moments de calme, dans des chuchotements et des regards échangés à travers les barbelés. Cette retenue rend les dénouements plus percutants lorsque la tension finit par céder. Le film n'a pas eu le battage médiatique d'autres épopées de guerre, mais il a discrètement vieilli en un thriller intelligent et sous-estimé. Pour les spectateurs lassés par les explosions incessantes, The Mackenzie Break offre quelque chose de plus aiguisé. Il s'agit moins de force brute et plus d'intellect, de patience et de manipulation. Si vous voulez un film sur la Seconde Guerre mondiale qui vous pousse à deviner ce que les prisonniers complotent, celui-ci mérite une place sur votre liste. Il est souvent négligé, mais une fois que vous l'avez vu, vous n'oublierez pas le duel d'esprit qui en est le cœur. Trop tard pour les héros, 1970. Robert Aldrich, l'homme derrière Les 12 salopards, n'a jamais réalisé de film de guerre à moitié. Et Trop tard pour les héros montre exactement pourquoi. À première vue, cela ressemble à un autre film de mission en groupe. Une unité britannique hétéroclite, rejointe par un traducteur américain joué par Cliff Robertson, reçoit l'ordre de détruire une station de communication japonaise. Configuration standard, n'est-ce pas? Mais à mi-chemin, le film prend un virage serré et devient quelque chose de totalement différent. Au lieu de la marche triomphale attendue, ce qui suit est essentiellement une longue poursuite éprouvante à travers une île isolée du Pacifique. Les soldats sont dépouillés de leur gloire. Leur nombre diminue. Et la victoire devient un rêve lointain. Ce qui reste, c'est la survie pure. Michael Caine, jouant l'officier sarcastique, livre son humour sec caractéristique tout en luttant avec la futilité de leur situation. Robertson joue le héros réticent avec courage, tandis que Denholm Elliott donne au film un poids supplémentaire dans un rôle secondaire percutant. Ce qui distingue Too Late the Hero, c'est son ton. Aldrich refuse de romantiser. Il n'y a pas de discours grandiloquent, ni d'héroïsme poli. La boue, l'épuisement, le désespoir, il frappe plus fort que la plupart des films de guerre de la décennie. Dans la deuxième moitié, vous ressentez le poids qui pèse sur les hommes tout autant qu'eux. Les critiques de l'époque étaient partagées. Certains l'ont trouvé trop sombre. D'autres ont admiré son honnêteté brute. Cette honnêteté est précisément ce qui le rend puissant aujourd'hui. Too Late the Hero n'est pas une histoire de guerre patriotique. C'est une étude brutale de ce qui se passe lorsque la victoire s'échappe et que la survie devient le seul objectif restant. Cela ne vous laisse pas applaudir, mais cela vous fait réfléchir.
Pour quiconque en a assez des spectacles de guerre brillants, celui-ci frappe comme un coup de poing. Catch 22, 1970. Comment filmer un roman que les critiques ont autrefois qualifié d'infilmable? C'était le défi auquel le réalisateur Mike Nichols a été confronté lorsqu'il a adapté Catch 22 de Joseph Heller, l'un des romans satiriques les plus influents du XXe siècle. Le résultat est une satire étrange, désordonnée, mais hypnotique, qui divise encore le public des décennies plus tard. Alan Arkin porte le film dans le rôle de Yossarian, un bombardier désespéré de fuir les missions dangereuses. Son problème? Le fameux piège. S'il prétend être fou, il est considéré comme saint d'esprit pour vouloir survivre, ce qui signifie qu'il doit continuer à voler. C'est un cercle vicieux, sans échappatoire. Ce qui rend le film si fascinant, c'est son ton changeant. À un moment, c'est une comédie absurde, avec des soldats qui se débattent avec des ordres insensés, et l'instant d'après, il plonge dans une tragédie aiguë. Nichols et le scénariste Buck Henry ont embrassé ce chaos, capturant le rythme bizarre du roman. Le casting est impressionnant. Orson Welles apparaît comme un général fanfaron. Martin Sheen et Jon Voight apportent une énergie juvénile. Anthony Perkins ajoute un charme nerveux, et même Bob Newhart fait une apparition, tous jouant des personnages qui semblent venir de différents univers. Cette inégalité n'est pas un défaut, c'est le but. La guerre ici est illogique, surréaliste et exaspérante. Visuellement, le film tire le meilleur parti de ses paysages désertiques, mettant en scène des scènes d'aérodromes saisissantes et des séquences de vol tendus. Mais ce qui persiste, ce n'est pas le spectacle, c'est l'ambiance. Décousue, imprévisible et étrangement magnétique, elle reflète le chaos du livre de Heller. Lors de sa première, les critiques étaient partagées. Certains l'ont qualifié de brillant, d'autres l'ont rejeté comme incohérent. Pourtant, avec le temps, il a gagné le respect en tant que l'une des tentatives les plus audacieuses de traduire la littérature absurde au cinéma. Catch 22 n'est pas pour tout le monde, mais c'est précisément pour cela qu'il est important. Il n'offre pas de réponse facile, seulement des contradictions et des paradoxes, tout comme la guerre elle-même. Kelly's Heroes, 1970. M6. Que se passe-t-il lorsque vous mélangez Clint Eastwood avec un film de cambriolage groovy se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale? Vous obtenez Kelly's Heroes, un mélange bizarre qui fonctionne étonnamment mieux qu'on ne pourrait le croire. Eastwood joue Kelly, un soldat pragmatique qui découvre une cache d'or nazie cachée derrière les lignes ennemies. Au lieu de libérer des villes ou de tenir la ligne, son escouade décide de s'éclipser pour le voler. Oui, c'est moi. Il faut sauver le soldat Ryan et plus Ocean's 11, juste avec des chars. Le casting de soutien vole la vedette. Telly Savalas apporte du cran et de l'assurance, mais c'est Donald Sutherland qui attire l'attention en tant qu'oddball, un hippie décontracté conduisant un char qui semble venir d'une autre époque. Son optimisme décalé et ses phrases cultes ont fait de lui un favori du public, ajoutant une touche comique surréaliste au film. En coulisses, cependant, tout le monde n'était pas ravi. Eastwood a admis plus tard qu'il était déçu par la décision de MGM de couper plusieurs scènes clés, y compris des moments qui donnaient plus de profondeur au personnage. Ce qui aurait pu être une critique plus incisive de l'absurdité militaire s'est transformé en une comédie d'action plus excentrique. Même ainsi, les héros de Kelly a perduré. C'est léger, espiègle et plein de style. Il n'essaie pas de vous enseigner l'histoire, mais il divertit de manière que la plupart des films sur la Seconde Guerre mondiale n'ont jamais osé. C'est moins sur le patriotisme et plus sur le profit, et c'est peut-être exactement pourquoi le public l'a adoré. Midway, 1976. Grand, avec une distribution étoilée et résolument à l'ancienne, Midway est le genre de film de guerre que vous vous attendriez à ce que votre grand-père adore, et pour de bonnes raisons. C'est un récit sérieux de la bataille de Midway, le tournant dans le Pacifique. Pas de caméra tremblante, pas de boules de feu en images de synthèse, juste des maquettes de navires, des explosions pratiques et un casting de poids lourd d'Hollywood. Charlton Heston, Henry Fonda, James Coburn, Glenn Ford et Robert Mitchum en tête d'affiche, tandis que des icônes du cinéma japonais comme Toshiro Mifune apportent de la crédibilité à l'autre camp. Le film s'efforce de bien rendre les détails. Des navires aux cartes stratégiques, c'est le rêve d'un passionné d'histoire. Il prend le temps de montrer ce que les commandants pensaient, tant américains que japonais, au lieu de se concentrer uniquement sur les combats aériens. Cela dit,
Il ralentit par endroits, alourdi par des intrigues secondaires et une sous-intrigue romantique un peu lourde qui semble avoir été insérée de force pour attirer un public plus vaste. Mais quand Midway revient à l'action, il brille vraiment. Les scènes de bataille sont méticuleusement mises en scène, montrant le chaos de la guerre navale sans jamais devenir un flou indistinct. Les critiques d'aujourd'hui soulignent encore à quel point ce film semble plus authentique comparé à la version de 2019 de Roland Emmerich, qui s'appuyait bien trop sur les effets numériques. Midway n'est peut-être pas parfait, mais pour quiconque est curieux de savoir comment la campagne du Pacifique s'est vraiment déroulée, il tient ses promesses. C'est respectueux, détaillé et solidement réalisé. Un film qui gagne sa place dans le canon de guerre des années 70. L'Aigle s'est envolé, 1976. Un thriller de la Seconde Guerre mondiale où les personnages principaux sont des nazis. C'était le pari derrière L'Aigle s'est envolé. Et contre toute attente, ça fonctionne vraiment. Le film raconte l'histoire d'une unité de commando allemand chargée d'une mission périlleuse en Angleterre. Kidnapper Winston Churchill. Michael Caine et Robert Duvall tiennent les rôles principaux d'officiers allemands, et bien que leurs accents ne soient pas toujours crédibles, leur seule et imposante présence rend le film absolument captivant. La première partie du film progresse de manière délibérée, en mettant méticuleusement en place les détails du plan complexe. John Sturges, le réalisateur chevronné à l'origine de La Grande Évasion et des 7 mercenaires, construit le suspense brique après brique. Une fois la mission enclenchée, le film prend une autre dimension et la tension atteint son paroxysme. Le dernier acte offre l'action classique de Sturges, une mise en scène serrée, des confrontations explosives et des séquences qui vous tiennent en haleine. Mais voici le rebondissement. Cependant, en coulisses, la production n'était pas aussi inspirante qu'on aurait pu le croire. Michael Caine a révélé plus tard dans son autobiographie que Sturges avait avoué n'avoir accepté ce projet que pour financer ses voyages de pêche. Une fois le tournage terminé, Sturges a pris sa retraite et a disparu d'Hollywood. Cette révélation a teinté l'héritage du film, faisant se demander aux fans ce qu'il aurait pu être avec un réalisateur plus passionné aux commandes. Même avec son bagage historique, L'Aigle s'est envolé a su vieillir pour devenir un thriller solide et très captivant. Il est inhabituel pour un film de guerre des années 70 de placer l'ennemi au premier plan, et pourtant il parvient à maintenir un équilibre délicat. Les soldats allemands ne sont pas glorifiés, mais ils ne sont pas non plus réduits à de simples caricatures. Cet équilibre confère au film un avantage tout à fait unique, le distinguant clairement des récits plus traditionnels. Non dénués de défauts, mais intelligemment conçus et remplis de tension, il demeure l'un des thrillers de guerre les plus captivants de cette décennie, et un rappel puissant que parfois même des paris risqués peuvent porter leurs fruits. Tora, 1970. Si vous recherchez la précision, alors Tora est le film à regarder. Cette production américano-japonaise ne fait pas que dramatiser Pearl Harbor, elle le reconstitue à partir des 2 perspectives, avec une attention méticuleuse aux moindres détails. Richard Fleischer a dirigé la partie américaine, tandis que Toshio Masuda et Kinji Fukasaku ont pris en charge les séquences japonaises. Cette double approche donne au film une personnalité divisée, qui fonctionne brillamment, mélangeant 2 visions en un regard équilibré, presque documentaire, sur l'un des moments les plus cruciaux de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui le distingue vraiment, ce sont les visuels. Bien avant les images de synthèse, le film s'appuyait sur des maquettes de navires, d'énormes explosions réelles et une audacieuse photographie aérienne. En voyant les avions plonger sur le port, la fumée envahir le ciel, on peut encore ressentir toute l'intensité aujourd'hui. L'Académie l'a également pensé, en lui décernant l'Oscar des meilleurs effets visuels, une reconnaissance qu'il a pleinement méritée. Mais le spectacle n'est pas le cœur de ce film, c'est le ton. Au lieu de glorifier un côté, il humanise les deux. On voit des commandants américains aux prises avec des renseignements contradictoires et des officiers japonais aux prises avec le poids de leurs décisions. C'est respectueux, équilibré et étonnamment audacieux pour le public de 1970 qui n'était pas habitué à voir la perspective japonaise traitée avec une telle nuance. Bien sûr, certains spectateurs ont trouvé le rythme délibéré un inconvénient. La montée en puissance prend son temps, se concentrant sur la politique, la stratégie et les problèmes de communication, plutôt que de se précipiter dans l'action. Mais pour les passionnés d'histoire, c'est là que se trouve le trésor. Ces séquences calmes donnent du poids à l'attaque finale, montrant comment de nombreuses petites décisions ont mené au désastre. Tora ne se résume pas à de l'action non-stop.
Action. Il s'agit de comment et pourquoi l'attaque s'est déroulée. Pour quiconque valorise la précision, la profondeur et le respect de l'histoire, ce film reste la référence sur Pearl Harbor. Même des décennies plus tard, rien d'autre n'égale sa précision. Soldier of Orange, 1977. Avant que Paul Verhoeven ne tourne Robocop ou Total Recall, il a mis en scène Le Soldat d'Orange, un drame néerlandais se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale qui demeure l'une de ses plus grandes réussites. Basé sur des faits réels, ce film suit un groupe d'étudiants universitaires dont les vies sont bouleversées lorsque les nazis occupent les Pays-Bas. Certains rejoignent la résistance, d'autres collaborent, et les amitiés se brisent sous le poids écrasant de la guerre. Le génie de ce film réside dans son ampleur. Au lieu de se concentrer sur une seule mission ou une bataille spécifique, il retrace la manière dont la guerre transforme les êtres humains. Un ami devient un héros, un autre un traître, et d'autres encore sont simplement anéantis au milieu de tout cela. Dans l'un de ses premiers rôles, Rutger Hauer livre une performance absolument magnétique, révélant à la fois un charme irrésistible et un profond tourment, tandis qu'il est confronté à des choix impossibles. Ce qui distingue Soldier of Orange, c'est précisément son refus catégorique de se plier aux règles habituelles d'Hollywood. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas rempli de scènes d'action. Il traite d'identité, de trahison et de survie face à une pression insoutenable. Verhoeven dirige avec une précision chirurgicale, créant des moments de tension d'un réalisme saisissant. Le film fut un succès retentissant aux Pays-Bas et devint la carte de visite de Verhoeven pour Hollywood. Pour ceux qui ne le connaissent qu'à travers ses grands films de science-fiction ultérieurs, Soldat d'Orange sera une révélation. C'est puissant, intime et obsédant. Un rappel que parfois les batailles les plus dures se livrent entre amis. Les bâtards sans gloire, 1972. Bien avant que Quentin Tarantino n'emprunte le titre, Enzo G. Castellari nous a offert Les Bâtards sans gloire originaux, une aventure de guerre italienne audacieuse qui déborde d'une pure énergie grindhouse. Historiquement exact, pas du tout. Mais il n'a jamais eu pour but d'être un manuel. Au lieu de cela, il s'épanouit dans le chaos. Un groupe de prisonniers militaires américains s'évade de sa détention en France occupée et, au lieu de se faire discret, se retrouve impliqué dans une mission pour intercepter une fusée allemande. S'ensuit une course folle d'explosions, de situations périlleuses et d'une audace constante. Bo Svenson et Fred Williamson mènent la charge, apportant tous deux du cran et du panache à leur rôle. Il ne s'agit pas ici de discours léchés ou de grands idéaux. Il est question de survie, d'improvisation et d'action pure. Castellari réalise avec une rapidité et une débrouillardise impressionnantes, conférant au film une énergie pulp qui ne s'essouffle jamais. Là où Les 12 salopards se montraient astucieux et très calculés, Inglourious Basterds est plutôt son jeune cousin, un peu bagarreur, aux allures brutes, mais qui déborde d'une énergie absolument sauvage. Les critiques de l'époque ne l'ont pas vraiment couvert de louanges, mais, en réalité, ce n'était jamais le but recherché. Ce fut un film conçu pour les projections nocturnes, les salles de cinéma enfumées, et finalement, les étagères de cassettes VHS, où les fans du genre se le passaient comme un trésor de contrebande. Pendant des années, il a vécu dans cet espace souterrain, apprécié surtout par ceux qui aimaient leurs films de guerre désordonnés et sans fioritures. Puis le film de Tarantino, sorti en 2009, l'a ramené sur le devant de la scène, avec une apparition discrète de Bo Svenson, en guise de clin d'œil à l'original. Ce qui rend la version de Castellari si amusante, c'est son côté brut et déjanté. Le budget était peut-être serré, mais les réalisateurs ont compensé avec un style, une énergie et un esprit décomplexé, où tout est permis. C'est bruyant, chaotique et complètement assumé dans ce que c'est. Pour les amateurs de cinéma grindhouse, ce n'est pas seulement un film à voir, c'est une œuvre essentielle. Croix de fer, 1977. Sam Peckinpah n'a jamais été un cinéaste qui ne prenait pas de risques, et Croix de fer le prouve amplement. Il reste son seul film sur la Seconde Guerre mondiale, et fidèle à sa réputation, il est brut, cynique et absolument sans concession. Au lieu de se concentrer sur les héros alliés ou les grandes victoires, Peckinpah braque sa caméra sur un peloton allemand sur le front de l'Est, où la survie dépend plus de la chance que de la loyauté. James Coburn crève l'écran dans le rôle du sergent Steiner, un soldat respecté par ses hommes, mais détesté par son supérieur, le capitaine Stransky, incarné avec une froide arrogance par Maximilian Schell. Stransky est obsédé par l'obtention de médailles, et non par le fait de sauver des vies. Et l'heure,
C'est leur conflit qui est le moteur de l'histoire. Ce qui en ressort, c'est moins le patriotisme, et bien plus la brutale réalité de soldats abandonnés par des chefs avides d'ambition. Peckinpah apporte toutes ces touches caractéristiques, des combats au ralenti, un réalisme brut et des éclats soudains de violence choquante. Mais contrairement à la Horde sauvage ou les chiens de paille, il n'y a absolument aucun glamour ici. Le champ de bataille est fait de boue, d'épuisement et d'un effondrement moral total. Les soldats avancent en trébuchant, non pas en quête de gloire, mais simplement pour échapper à la mort un jour de plus. Cette désolation la distingue de la plupart des films de guerre de son époque. Les critiques étaient divisées à sa sortie. Certains l'ont trouvé trop sombre, d'autres ont loué son honnêteté. Pourtant, Orson Welles l'aurait qualifié de meilleur film de guerre depuis À l'Ouest, rien de nouveau, ce qui est le plus grand compliment qu'un film de guerre puisse espérer. Au fil des ans, ce film a acquis la réputation d'être l'une des œuvres les plus sous-estimées de Peckinpah. Croix de Fer refuse de romancer quoi que ce soit. Il humanise les soldats sans les excuser et dépeint la guerre comme une machine broyeuse et insensée qui dévore tout sur son passage. Brutal, obsédant et bien en avance sur son temps, c'est l'anti-épopée qui choque encore aujourd'hui. Un pont trop loin, sorti en 1977. Comment peut-on réaliser l'un des films de guerre les plus ambitieux de la décennie? Richard Attenborough a répondu avec Un pont trop loin, une épopée grandiose sur l'opération Market Garden, la tentative audacieuse mais vouée à l'échec des Alliés pour pénétrer en Allemagne par les Pays-Bas en 1944, avec une durée de plus de 3 heures et une distribution digne d'un panthéon du cinéma. Hollywood misait tout sur le spectacle et l'ampleur. Sean Connery, Michael Caine, Anthony Hopkins, Robert Redford et Gene Hackman ne sont que quelques-uns des grands noms à l'affiche, et Attenborough les met pleinement à profit. Le film explore l'opération sous tous les angles. Des généraux élaborant des stratégies dans leur poste de commandement, des parachutistes largués dans le chaos derrière les lignes ennemies et des civils néerlandais pris au milieu des tirs croisés. L'envergure de la production est tout simplement stupéfiante, avec des scènes de bataille massives mises en scène en utilisant de vraies troupes et du matériel plutôt que de simples effets spéciaux. Ce qui rend vraiment Un pont trop loin si particulier, c'est son honnêteté. La plupart des films de guerre des décennies précédentes s'appuyaient sur le triomphe et le patriotisme, mais celui-ci ne le fait pas. Il met l'accent sur les problèmes de communication, l'excès de confiance et le coût écrasant de l'échec. Les ponts sont ratés, les lignes de ravitaillement sont retardées, et les soldats sont laissés à l'abandon. Au lieu de glorifier le plan, le film met en lumière la fragilité des stratégies, même les mieux élaborées. Les critiques de l'époque étaient divisées. Certains ont trouvé qu'il s'enlisait dans trop de détails, tandis que d'autres ont salué son engagement envers l'exactitude historique. Au fil des ans, cependant, sa réputation s'est accrue. Aujourd'hui, il est considéré comme l'une des représentations les plus complètes et respectueuses de la Seconde Guerre mondiale, jamais portées à l'écran. D'une ampleur colossale, visuellement saisissant, et n'hésitant pas à admettre que la victoire a échappé aux Alliés, Un pont trop loin demeure l'une des grandes épopées de guerre des années 1970. Patton, 1970. S'il y a un film sur la Seconde Guerre mondiale des années 70 que tout le monde devrait absolument voir, c'est Patton. L'interprétation de George C. Scott du général George S. Patton est véritablement légendaire, d'une férocité redoutable, totalement dénuée de remords, et absolument impossible de ne pas y prêter attention. Le film débute avec ce monologue désormais emblématique, prononcé devant un immense drapeau américain, et à partir de cet instant précis, il ne nous lâche plus jamais. Scott occupe l'écran comme s'il était né pour ce rôle, traversant près de 3 heures avec une présence tonitruante sans jamais perdre l'attention du public. Ce qui rend la prestation de Scott si mémorable est son refus catégorique d'adoucir le personnage. L'acteur incarne Patton tel qu'il était véritablement, un homme brillant, abrasif et d'une stature plus grande que nature. Patton y est dépeint à la fois comme un génie tactique incontestable et un leader profondément imparfait, dont l'ego démesuré a souvent entravé ses propres victoires. Cette honnêteté sans concession et cette justesse psychologique rendent le film absolument captivant. Francis Ford Coppola a coécrit le scénario, et on ressent sa patte dans les dialogues incisifs et sans concession. Ce n'est absolument pas de la propagande. C'est le portrait d'un homme bien trop complexe pour être enfermé dans une seule catégorie. Les batailles elles-mêmes sont mises en scène avec un réalisme remarquable pour l'époque.
Les chars grincent en traversant le désert. Les soldats avancent avec une détermination épuisée, et chaque scène semble authentique plutôt que mise en scène. Pourtant, le film n'oublie jamais que la vraie guerre se déroule en Patton lui-même. Son ambition implacable, ses affrontements avec ses supérieurs, et son combat incessant avec ses propres contradictions. Le réalisateur Franklin G. Schaffner parvient à maintenir un rythme étonnamment serré, faisant passer près de 3 heures à toute vitesse. L'Académie a donné son accord. Patton a raflé 7 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur. Scott a refusé, de façon notoire, d'accepter le prix, qualifiant la cérémonie de « défilé de viande », ce qui n'a fait qu'ajouter au mystère du film. Patton n'est pas qu'un film de guerre. C'est un portrait saisissant de l'une des figures les plus complexes du XXe siècle, audacieuse, intransigeante et inoubliable. De tous les films sur la Seconde Guerre mondiale des années 70, celui-ci est le plus marquant. Voilà donc les 15 meilleurs films de la Seconde Guerre mondiale des années 70. Du chaos crasseux des films d'exploitation, aux épopées grandioses, des drames sur la résistance néerlandaise, aux blockbusters hollywoodiens avec des stars, la décennie nous a offert des récits de guerre qui étaient tout sauf uniformes. Mais voici la question. Selon vous, lequel de ces films mérite la couronne? Laissez votre choix en commentaire. Abonnez-vous si vous voulez plus de découvertes de pépites cachées et partagez avec un ami cinéphile. La conversation ne fait que commencer.